2012 final. Yaya 2012 final. Savic will go on after the goal. El inmaculado césped del Santiago Bernabéu. Salam alaikum à tous et très ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Al Bayan Sport saison 2. Ensemble, on va passer presque une heure ensemble dans une atmosphère très sportive, mais surtout dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne suis pas seul dans cette émission, ils sont encore avec moi, ce sont mes consultants. Avec eux, le sport est beaucoup plus clair. Et ils sont déjà là. Salam alaikum, Saad Oumar. Wa alaikum salam. En forme pour ce deuxième numéro, j'imagine. Alhamdoulilah, ça va. Inch'Allah. Et à ses côtés, on a Ahmed Bakayoko. Salam alaikum, Ahmed Bakayoko. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment est-ce qu'on se porte? Ça va très bien. Allez, au-delà de mes consultants, on a également notre invité qui est déjà installé sur ce plateau. Il est le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de futsal et beach soccer. C'est le président Mbaya Yves Mesme qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau de Al Bayan. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment est-ce qu'on se porte? Oui, ça va bien, merci. En face de vous, vous avez un autre consultant, Saad Oumar, et à côté de Saad Oumar, on a Ahmed Bakayoko. Ensemble, on va essayer de parler de votre discipline, votre spécialité, le futsal et le beach soccer plus particulièrement. Absolument. Mais bien avant de parler de tout ceci, on va partir pour le sommaire de cette émission. Démarrons ce deuxième numéro d'Al Bayan Sport avec un tour de cadrage de la CAF à la sauce ivoirienne entre l'ASEC et le Sporting Club de Gagnoa. Victoire à l'aller 2-0 des jaunes et noirs. Les Gagnolais peuvent-ils réaliser l'exploit du match retour? La question sera posée à nos débatteurs. On en parle sera consacré à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. À quelques semaines du coup d'envoi du plus grand événement sportif, la capacité d'organisation du pays est remise en cause, voire boycottée par certaines figures du ballon rond. Mais que reproche-t-il réellement au Qatar? Décryptage à suivre avec nos analystes en plateau. Et puis, le beach soccer est un sport planétaire mais méconnu du public ivoirien. Monsieur Mbaya Mesme, premier vice-président du Futsal Beach Soccer en Côte d'Ivoire, sera avec nous pour évoquer la politique du développement de cette discipline en terre ivoirienne. Messieurs, à vos commentaires. Allez, on est de retour sur le plateau de Al Bayan Sport après avoir vu ensemble, les chers messieurs, le sommaire de cette émission. Et on va parler de la CAN U23 d'entrée tout de suite avec ces rencontres éliminatoires de la CAN U23 entre le Niger et la Côte d'Ivoire. On a vu ensemble le match retour qui s'est disputé le 29 octobre du côté de Yamoussoukro. Un score de 1 partout avec dans cette rencontre un score qui ne fait pas l'affaire des éléphants U23 puisqu'ils sont éliminés avec ce score. On rappelle le match aller, il y avait 0-0 entre les deux formations. Allez, tout de suite, mon cher Saad, est-ce que c'est une élimination est-ce que c'est une surprise pour vous de voir cette équipe de la Côte d'Ivoire éliminée seulement au deuxième tour? Non, il fallait s'y attendre, c'était prévisible. J'avais dit après le match aller qu'il fallait croiser les doigts parce que les ingrédients n'étaient pas réunis pour que les éléphants puissent se qualifier. On a manqué de beaucoup de choses. C'est un gros échec aussi pour les nouveaux dirigeants de la FIF parce que le CONOR, le comité de normalisation qui était là, a réussi à faire qualifier les éléphants pour les Jeux olympiques. Donc c'est une grosse désillusion de leur part parce qu'il y a deux choses qui ont manqué. Il y a la sélection et puis aussi il y a la préparation aussi qui n'ont pas suivi. En termes de sélection, c'est la sélection des joueurs d'abord. C'est les joueurs locaux. On a basé notre espoir sur des espoirs binationaux qui ne sont pas venus. Donc, du coup, on était obligé de faire avec les locaux. Pourtant, le Niger utilise aussi les locaux. Donc, naturellement, nos locaux devaient battre les Nigériens parce que notre championnat est au-dessus du championnat nigérien. Donc, on n'a pas cru en nos locaux. On n'a pas sélectionné les joueurs qu'il faut parce que techniquement, c'était assez limite. Tactiquement, même c'était médiocre. Et quand tu as le match retour, on a le ballon, on attaque, on se rue à l'attaque, on oublie derrière. Donc les Nigériens procédaient par des comptes. Donc ça usait chaque fois, tout. Maintenant aussi, au thème de la préparation aussi, c'était chaotique.
une préparation, comme on peut aller jouer un match international sans des préparations, sans des matchs amicaux. On pourrait même trouver des clubs de Ligue 1 ici pour jouer des matchs amicaux. On n'a pas pu, on a pris les jeunes gamins comme ça pour les jeter dans le bain. Pour certains même, c'est les premières sélections internationales. En tout cas, c'est quand même difficile d'aller dans une compétition comme ça et puis sans vraiment les meilleures conditions physiques. Ouais. Est-ce que pour vous, avec le match aller, le 0-0, est-ce que c'est une équipe du Niger qui a été minimisée par nos éléphants? Oui, moi j'ai envie de croire à la thèse du complexe de supériorité. Parce que quand vous regardez le match aller, le Niger a mis les ingrédients qu'il fallait pour se classer la Côte d'Ivoire. Je me suis dit que nos garçons allaient prendre conscience et qu'au match retour, ils allaient considérer à la juste valeur cette équipe du Niger qui leur a monté bonne figure à Niamey. Mais quand vous jouez chez vous, je pense que la pression est supplémentaire. Vous devez de mouiller le maillot. Et moi, j'ai vu une volonté assez suffisante de la part de nos joueurs. J'ai peur parce que il se peut que cet échec-là soit mis sur le dos de MS Faye, malheureusement, qui est un entraîneur dont on attendait beaucoup. Il y avait beaucoup d'optimisme autour de son arrivée, qui est un choix de la fédération. Allez, parlant de MS Faye, je vais rebondir tout de suite avec vos argumentaires. Est-ce que MS Faye n'était pas l'homme idéal pour cette mission? Ce n'est pas son échec à lui seul. Il faut partager les responsabilités. Sur le terrain, les garçons n'ont pas donné ce qu'il fallait. Les consignes de Faye étaient claires. Il y a un plan de jeu qui a été détaillé. Il y a une identité de jeu, une vision qu'il a fait comprendre aux garçons. Mais sur le match, vous voyez qu'il y a un déficit technique, par exemple. On a l'impression qu'en termes d'expérience, le Niger avait beaucoup plus d'avantages. Mais aussi dans la tactique, on a vu qu'il y avait un écart béant. Le Niger, avec ses temps faibles, a su gérer le match. La Côte d'Ivoire, avec ses moments forts, ils n'ont pas appuyé là où il fallait. Il n'y a pas eu le réalisme qu'on attendait. Ce qui veut dire qu'au Niger aussi, on a un bon championnat. Bon championnat que la Côte d'Ivoire, je ne dirais pas. Mais inférieur à la Côte d'Ivoire. Non, il faut pas dire ça comme ça. La Côte d'Ivoire a un très bon championnat, très bons joueurs locaux. Mais après, la réalité du papier est différente de la réalité du terrain. Donc, si vous faites preuve de suffisance, je pense qu'au plus haut niveau, les détails, ça compte forcément. Il faut noter que le Niger a ouvert le score à la 60e minute et la Côte d'Ivoire a égalisé le Niger a ouvert le score à la 45e minute et le Niger a égalisé, la Côte d'Ivoire a égalisé à la 60e minute. Allez, monsieur Mesme, on veut avoir votre avis sur cette rencontre. Notre consultant parlait tout de suite de Mers Faye. On avait un autre entraîneur qui était Swalou Aïdara à la tête de cette formation. N'est pas de la comparaison, mais votre avis sur Emers Faye par rapport à Swalou Aïdara qui avait réussi à envoyer cette équipe très très loin en l'envoyant même aux Jeux Olympiques et en jouant la finale de cette catégorie. Non, il est clair que l'entraîneur, l'ancien qui était là au niveau en tête de cette sélection-là, a fait du très bon travail. Et Mers Faye aussi, il est arrivé. Il est en train de faire ses classes, certainement. Mais je ne voudrais pas faire de comparaison. Moi, je m'en tiendrai seulement à ce qu'on a vu sur le terrain pour dire qu'on a vu une équipe ivoirienne qui n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et tout simplement, on n'a pas mis, comme l'autre l'a dit, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir se qualifier. On a été plus ou moins déçu de la production d'ensemble de l'équipe de Côte d'Ivoire qui n'a pas pu se hisser au niveau de cette compétition. Donc je m'arrêterai là tout simplement. Et Saad a quelque chose à ajouter à ce sujet? On a beau avoir un bon entraîneur, mais il y a le staff qui suit. Normalement, le staff devait être constitué d'entraîneurs locaux. Je sais pas, on a appelé Mété, Abdoulaye qui est un ancien international ivoirien, pour essayer d'envoyer des joueurs expatriés. Il n'a pas pu parce qu'il ne sait pas, parce qu'il manque de charisme, peut-être qu'il manque de contact. Donc c'est peut-être... on vous voit parler beaucoup de ces joueurs qui jouent en Europe qui ne sont pas venus. Est-ce que cet échec-là peut forcément être qualifié on peut associer ça forcément à ces absences? Parce que c'est une question de vision. La fédération, dans sa démarche, voulait baser l'équipe nationale sur les expatriés. Elle a échoué. Pourtant, naturellement, on devait se baser sur ce qui est là. Parce que les clubs européens ne sont pas obligés de libérer ces joueurs parce qu'il n'y a pas de fenêtre FIFA. Donc, on devait se baser sur les joueurs locaux. Prendre un espace. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que nous avons envoyé au JO l'année passée à Tokyo. Mais on a changé de politique. Donc, on paye cash.
Moi, je pense que voilà pourquoi il dit que c'est l'échec de la fédération, parce que sa vision d'envoyer des expatriés, c'était pas. Parlant de l'échec de la fédération, comme vous le dites, comment est-ce qu'on répondit après un tel échec, Bakayoko? Moi, je pense que déjà, il faut capitaliser sur les acquis. Tout n'a pas été mauvais. Je pense qu'il y a du bon, il y a du positif. Il faut prendre ces acquis-là pour construire sur le long terme. Je pense que MS, ce n'est pas du fanatisme, mais pour moi, comme Monsieur le Président l'a dit, c'est quelqu'un qui a fait de bonnes écoles en termes d'apprentissage. Je pense que c'est l'homme qu'il faut, parce qu'il a une connaissance, il a joué à l'équipe nationale, il a une connaissance du plan local. Est-ce que c'est suffisant d'avoir été dans une bonne école en Europe pour aujourd'hui venir prendre Oui, mais c'est la jonction entre les connaissances acquises en Occident et ceux de la réalité africaine qui vous donnent une vision beaucoup plus globale du football. Et lui, il connaît ses gammes en tout cas. Il a l'expertise qu'il faut, il a fait les classes d'entraîneur et tout ça. Donc moi je pense que prendre quelqu'un qui connaît la réalité ivoirienne, africaine et européenne, c'est ce qu'il nous faut pour attirer les grands noms européens, c'est ce qu'il nous faut aussi pour construire une équipe sur du long terme. Je pense qu'autour de lui, il a mis quelques internationaux aussi dans la blindité dont il parlait. Donc il faut faire avec ce maillage-là. Et puis je pense que si on veut casser et après reconstruire, je pense que pour moi ça va arrêter une certaine dynamique. Il faut commencer avec ce qui a déjà été fait. Il y a des bases qui sont bonnes et construire sur le long terme avec cela, simplement. Il faut rappeler que l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, dans cette catégorie des I-23, MS Faye, a en conférence de presse reconnu que le Niger a été meilleur au match aller comme au match retour. Et en ce qui concerne ces troisième tours, le Niger jouera la formation du Soudan qui a sorti le Bénin. On aura également des confrontations entre la RD Congo qui a été battue certes par l'Algérie 3-1 mais qui se qualifie grâce à sa victoire 4-1 au match aller. On aura RD Congo, Ghana, Sénégal, Mali. La Guinée jouera le Nigeria et l'Égypte face à la Zambie. Et ces phases finales se joueront en juin 2023. Allez, on ferme le chapitre de ces éliminatoires U23 pour parler de la coupe, du tour de cadrage de la coupe CAF entre l'ASEC et le Sporting de Club de Gagnoa, le duel entre clubs ivoiriens. C'était ce mercredi 2 novembre du côté de Yamoussoukro et la rencontre qui s'est soldée sur un score de 2-0 en faveur des Mimos. Et tout de suite, j'ai envie d'avoir l'avis de notre invité à ce sujet. On a 2 clubs ivoiriens à l'étape de cette compétition, de ce tour de cadrage. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le football ivoirien? Est-ce que c'est une bonne chose? On peut prendre la question dans les deux sens. Certainement que c'est une bonne chose puisque au sorti de cette double confrontation, on aura forcément un club ivoirien qui va continuer pour cette année dans les compétitions africaines. Par ailleurs, on aurait pu se dire que nos 2 clubs auraient pu continuer dans cette compétition si les 2 clubs étaient opposés à des clubs différents, de pays différents. Mais à quelque chose de malheureux bon. Espérons que après, surtout de cadrage, notre équipe qui sera qualifiée pourra aller de l'avant. En tout cas, on espère voir une équipe, on verra, c'est clair qu'on verra une équipe de la Côte d'Ivoire dans ces phases de poule de la Coupe CAF entre le Sporting Club des Gagnois et l'ASEC Mimosa qui a gagné le match aller 2-0. Saad, on peut dire clairement que le favori, il a tenu son rang. Le favori, l'ASEC. Oui, effectivement, l'adage, il dit jamais 203. C'est la 3e fois que ces équipes-là se rencontrent. 2 fois en championnat et puis la 3e fois en Coupe africaine. Donc à chaque fois, la SEC a battu Gagnoa par 2-0. Je suis un peu déçu de la prestation des poulains du président Diabaté parce qu'ils ont respecté la SEC. Ils n'ont pas joué à fond. Pourtant, ils étaient sur une dynamique positive parce qu'eux, ils ont éliminé le club algérien de JS Saoura au tour préliminaire. Pourtant, la SEC s'est fait éliminer par les Guinéens de Oroya. Donc eux ils étaient sur une dynamique ascendante et puis bon, la SEC était en discorde. Mais c'est vraiment décevant de leur part parce qu'ils n'ont pas eu la confiance qu'il faut, ils ne sont pas donnés, ils ont respecté la SEC et tout, donc voilà, ils ont payé cash quoi. Il y avait quelque chose à prendre, ils pouvaient faire mieux avec la peut-être qu'au match retour, ils feront mieux dans cette double confrontation. Bakayoko, une équipe de Gagnoa battue 2-0, vous les voyez renverser la tendance au match retour? En tout cas, ils ont le potentiel pour, mais encore une fois, s'ils partent avec encore ce complexe d'infériorité, c'est-à-dire en ne regardant pas droit la SEC dans les yeux, ça sera compliqué au match retour. Parce que quand vous jouez contre la SEC, surtout pour nos clubs ivoiriens, il y a
il y a un aspect psychologique important, c'est-à-dire la SEC a toujours un ascendant psychologique. Et donc ce facteur-là simplement fait que le match n'arrive pas à basculer du côté de Gagnoa. Pendant un bon moment, pendant le match, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais Gagnoa a fait bonne figure. Malheureusement, il y a ce grain de réalisme encore qui a fait défaut encore une fois. Et la SEC, on dit souvent les grandes équipes font la différence dans les bons moments, les moments clés. C'est ce que la SEC a fait. Et puis, donc ils diront différence de budget, donc différence de jeu. Ça s'est vu encore une fois. Je ne veux pas partir sur cette thèse-là, mais je vais dire encore une fois, la SEC a respecté son rang. Mais on espère qu'avec ce qu'on a vu, Gagnoa pourra élever le niveau pour pourquoi pas faire sortir la SEC. En tout cas, c'est mon souhait à moi. On a nos consultants qui ne sont pas du même avis sur cette prestation de la SEC et de Gagnoa, surtout du Sporting Club de Gagnoa pour Bakayoko. La SEC le Gagnoa peut faire quelque chose, mais pour Saad, c'est une équipe de Gagnoa trop timide. Allez, monsieur président Mesme, j'imagine que vous avez suivi la rencontre. Absolument. Votre pronostic pour le match retour, ça peut être quoi déjà? Déjà, il faut s'en tenir au fait que les deux équipes qui sont en compétition africaine aujourd'hui, il y a l'une qui est championne et l'autre qui ne l'est pas. La championne, c'est la SEC et l'autre est son challenger. Donc, naturellement, c'est ce qui va, pour moi, c'est ce qui va se poursuivre dans cette compétition. La SEC va encore passer, même si Gagnoa va vouloir faire illusion parce que perdre par 2 fois en aller-retour en moins d'une semaine, le sentiment d'orgueil va faire que les joueurs de Gagnoa vont vouloir s'y mettre, mais je ne suis pas certain que Gagnoa puisse passer au détriment de la SEC. Je suis seul contre 2 alors. Allez, le match retour, ce sera ce mercredi du côté de Yamoussoukro, toujours sur la belle pelouse de Yamoussoukro, à partir de 16h. Allez, chers messieurs, d'une coupe à une autre, on va parler de la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des champions européenne. On connaît les qualifiés pour les 8e de finale à l'issue de la 6e journée. Chers messieurs, tout de suite, Bakayoko, est-ce que vous avez été déçu par une équipe dans ces phases de poule, à l'issue des phases de poule? Oui, ça fait 4 années qu'on est déçu de Barcelone. Encore une fois, je suis déçu. Mais pour Barcelone, ça devient presque une habitude, sans faire de fanatisme. Mais je suis plus déçu du côté de Marseille, des supporters marseillais. Parce que vu la physionomie du match et comment est-ce qu'ils se sont fait sortir, franchement, ça ressemble presque à une erreur professionnelle. Donc pour moi, la déception du côté de Marseille. Et puis, grande est ma joie que des équipes comme Porto ont réussi à se hisser en 8e. Benfica qui a terminé premier devant Paris Saint-Germain, c'était pas gagné d'avance. Et puis, bon, après, les grosses mastodontes ont respecté leur rang. Man City, Madrid, Bayern et tout. Donc, on aura forcément un choc en 8e de finale, c'est ce que j'attends. J'espère, pourquoi pas, encore un Paris-Real Madrid pour régaler nos yeux. Allez, grosse déception, vous le dites si bien pour les supporters marseillais qui ne verront aucune coupe finalement, ni l'Europa League, ni la Ligue des Champions, puisque avec ce but dans les derniers instants et la défaite à la fin du match. Saad, pour vous, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a particulièrement impressionné à l'issue de ces phases de poule? Oui, Benfica et Porto, c'est deux équipes portugaises qui ont quand même réussi à impressionner. Fini première devant Paris, c'est vraiment un espoir. Donc, c'est deux équipes vraiment... Il y avait Paris et Juventus dans le groupe. Oui, il y avait Paris, Juventus même qui est éliminé. Donc, ça montre aussi que le football portugais est en train de progresser. Ils ont pas mal de joueurs dans d'autres pays, mais localement, toujours, il y a un vivrier qui est vraiment de qualité. Déception, la France, parce que c'est Paris seul, et puis Paris deuxième. Marseille éliminé. Donc c'est la grosse déception parce que Paris en terminant deuxième, Paris peut affronter... C'est clair, on aura une équipe, Bayern, une grosse équipe 20% d'affronter Bayern. Pour cette formation du Paris Saint-Germain, et il ne faut pas oublier également au niveau des sensations dans ces phases de poule, on a l'équipe de Bruges, le club Bruges qui s'est qualifié devant l'Atlético de Madrid, c'est pas rien. On a également cette formation impressionnante de Napoli également qui est sur une bonne dynamique. Pour préciser rapidement, c'est l'équipe qui produit en ce moment pour moi le plus beau jeu d'Europe. Effectivement, je suis d'accord avec vous parce que c'est une équipe qui impressionne, même en championnat. Allez, on va cette fois-ci parler du beach soccer, ça tombe bien, on a notre spécialiste au beach soccer sur le plateau, notre
notre président, le président de la Fédération du beach soccer futsal qui nous fait l'honneur d'être sur notre... Non, c'est pas la fédération, je suis le président de la commission futsal beach soccer de la Fédération ivoirienne de football. Merci pour la précision, président Mesme, président de la commission de la Fédération du futsal beach soccer. On va parler du beach soccer en allant parler de cette formation du Sénégal. Voilà, le Sénégal qui est à nouveau sacré champion du continent africain après sa victoire contre l'Égypte en finale de cette compétition. C'était le 28 novembre du côté de la Mozambique, 2-2 au temps réglementaire et 6-5 pour les Lions au tir au but. Allez, on va voir la séquence des tirs au but et on revient sur ce plateau. Diatta with the chance to win it for the champion Senegal. And he's done it! The party starts again. It rarely ever stops for Senegal on the sand. Un nouveau sacre pour le Sénégal qui est en train d'être vraiment une équipe vraiment impressionnante dans cette discipline sur le continent. Allez, Saad, tout de suite, j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce qu'on peut dire que la Teranga aujourd'hui est une terre de beach soccer? Naturellement, 7 fois champion, donc c'est leur affaire. Je ne sais pas pour ce qui explique cela. Peut-être qu'ils ont beaucoup de plages, tout. Donc, bon, je pense qu'ils sont à féliciter parce que c'est les pionniers en la matière. Il y a le Nigeria qui était un moment bon, mais qu'on ne retrouve plus. Mais le Sénégal fait la promotion de ce sport-là. Mais moi, quand je pense à ce sport, quand je vois ce sport, j'ai une inquiétude. C'est-à-dire, comme le président même est là, c'est-à-dire sans la plage, on ne peut pas jouer parce que beach soccer. On aura l'occasion de poser les questions au président, au responsable de la commission futsal et beach soccer dans cette émission. Allez, président, j'ai envie d'avoir votre avis. J'imagine que vous avez suivi la compétition. Comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation, vous qui êtes un spécialiste dans cette discipline, et comment vous avez trouvé déjà cette formation du Sénégal, 7e titre et 4e titre d'affilée? Bien, au niveau déjà de l'organisation, je dirais que on a connu mieux. On a connu mieux parce que le beach soccer en Afrique, ça part de 2006 en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui pour se retrouver au Mozambique. Donc en termes d'infrastructure, en termes de production, en termes de tout ce qui est mis en œuvre pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique, je pourrais dire qu'on a connu mieux. N'empêche qu'il faut féliciter quand même le Mozambique d'avoir organisé cette compétition-là parce que sur le continent, il n'y a plus beaucoup de pays qui sont partants pour organiser des compétitions de beach soccer. Et déjà, même vous savez que là, on ne sait pas encore qui sera le prochain à organiser cette compétition-là. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement. Mais quand même, il faut féliciter le Mozambique pour ce qu'on a vu. Maintenant, ce qui concerne le Sénégal, excusez-moi, le Sénégal, c'est la place forte du beach soccer en Afrique. Depuis 2006, quand on a pris contact avec cette discipline-là, on s'est rendu compte que le Sénégal avait des potentialités énormes. Ils y ont cru. Ils y ont cru pour arriver à aligner autant de succès sur les compétitions africaines jusqu'à maintenant. D'aucuns pourraient dire que c'est parce que le Sénégal n'était pas encore devenu une nation majeure au niveau des compétitions africaines dans le foot à 11 qu'ils se sont cantonnés au beach soccer. Mais il est clair qu'ils y ont cru. Ils se sont donné les moyens de pouvoir arriver à dominer cette discipline en Afrique. Et il n'y a pas de doute que sur la place, on ne fait pas mieux que le Sénégal. Allez, on a eu l'avis du président de la commission de cette discipline sur l'organisation du côté de ce pays, le Mozambique. Et tout de suite, on va voir ensemble le retour au pays des champions sénégalais. Et un retour triomphal forcément. Je pense qu'on a accompli notre mission qui était de défendre notre titre de champion d'Afrique. Donc, alhamdulillah, pour vous dire qu'on souhaite la bienvenue au ministre des Sports, M. Yankoba Diatra. Donc, on lui souhaite la bienvenue avec ce trophée-là. Donc, alhamdulillah, comme on le dit, nous sommes très contents de l'accueil du public sénégalais. Donc, alhamdulillah, alhamdulillah. Avec 7 titres de champion d'Afrique, l'équipe nationale de beach soccer a mis la barre très haut. À tout seigneur, tout honneur. C'est le Sénégal qui est honoré
C'est une fierté nationale et continentale. Et je voudrais, au nom du chef de l'État, leur exprimer toute notre gratitude et leur dire que le chef de l'État est très satisfait de leur performance, mais également nous a instruit d'organiser très prochainement donc, une cérémonie solennelle de remise de ce trophée au président de la République. Nous sommes en train de travailler avec le Premier ministre pour une cérémonie solennelle parce que cette équipe nationale mérite tous les honneurs de la nation sénégalaise. Encore bravo et félicitations encore au nom du président et du Premier ministre. Roi d'Afrique, les Lions du beach soccer visent maintenant très loin. L'objectif dans un futur proche est d'aller à la conquête du Graal suprême. Un sujet signé de nos confrères de la télévision sénégalaise. C'était la fête, on l'a vu dans ces images, la fête du côté de Dakar. Encore une fois, félicitations à cette équipe sénégalaise. Le 4e titre consécutif après 2016, 2018, 2021 et 2022. Et c'est sur ces images de fête du côté du Sénégal qu'on va fermer le chapitre de Tour d'horizon et passer à On en parle. Donc, on en parle de ce numéro, on s'intéresse à la Coupe du Monde au Qatar. La compétition démarre dans presque 2 semaines, jour pour jour. Et on va en parler. On va parler de l'organisation de cette compétition qui fait polémique. Et il faut noter que c'est une compétition qui fait polémique, on l'a dit, au niveau de l'organisation. Et on va regarder cette vidéo et on revient sur ce plateau. D'après l'Organisation internationale du travail, OIT, au moins 50 d'entre eux auraient perdu la vie sur les chantiers de la Coupe du Monde pour la seule année 2020, et plus de 37 000 auraient été blessés. Dans une enquête publiée en février, le Guardian allait même beaucoup plus loin en affirmant que plus de 6 500 travailleurs étrangers seraient morts lors de la décennie écoulée pour permettre à la compétition d'avoir lieu. Pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, l'Émirat utilisera donc des stades climatisés. Le stade de Doha peut, par exemple, permettre de faire chuter la température à 15 degrés au niveau de la pelouse quand il fait plus de 40 degrés dehors. Au prix d'un bilan carbone qu'on imagine salé, le stade étant à ciel ouvert. Allez, on a vu ensemble les images de cette... qui parle de cette formation du Qatar, de ce pays, le Qatar, concernant l'organisation de la Coupe du Monde, où on parle de beaucoup de polémiques autour de cette organisation. Cher monsieur, est-ce que vous comprenez les reproches formulés contre le Qatar, Saad? Moi, je ne comprends pas. C'est un acharnement. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis la désignation du Qatar pour organiser la CAN. On a parlé des soupçons de corruption. La Coupe du Monde. Ouais, la Coupe du Monde. On a parlé des soupçons de corruption. Après, on a dit, est-ce que le Qatar pouvait tenir le délai? Après, encore, on dit encore que c'est pas un pays de football. Est-ce que les stades seront pleins? À chaque fois, on a inventé des choses. Je pense que certains pays voient mal un pays... hors Europe, Afrique, Europe, Amérique, organiser une Coupe du Monde. Parce que pour organiser, rappelons-nous, pour organiser la Coupe du Monde en Afrique, il fallait que Blatter prenne des lois, tout pour contraindre les autres à venir en Afrique. Même chose aussi en 2002 pour aller en Corée ou au Japon. Donc moi, je pense que le Qatar est attaqué de toutes parts. Donc c'est encore une énième accusation, tout. Je ne sais pas si est-ce qu'on peut construire des infrastructures aussi paranoïques sans accident, sans décès. Moi je ne crois pas, donc je pense que c'est injuste. Bakayoko, il y a Saad qui parlait d'acharnement. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'on a vraiment un acharnement contre l'émirat du Qatar? Oui, mais c'est clair en fait. Moi je partage cette thèse complotiste là parce que, vous voyez, moi je suis pour la dénonciation, mais quand on est dans la dénonciation, il ne faut pas le faire à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trier pour dénoncer. Donc quand vous regardez aux États-Unis, il y a la ségrégation raciale, il y a les suprématistes blancs,
Les États-Unis sont le pays qui, en termes d'écologie, sont les plus gros pollueurs, l'un des plus gros pollueurs. Mais n'empêche que les États-Unis ont eu quand même, en tout cas, l'attribution de la Coupe du Monde pour bientôt. Et il faut voir qu'il y a eu des championnats d'Europe qui ont été organisés, plutôt des Jeux olympiques qui ont été organisés à Pékin il n'y a pas si longtemps. Tu confirmes cela? Et donc, quand vous prenez la Chine, qui est un pays où les musulmans sont en proie à de nombreuses souffrances, on parle des Ouïghours. Donc, quand la Coupe du Monde, pardon, les Jeux olympiques ont été attribués à la Chine, il n'y a pas une complicité médiatique pour dénoncer ce qui se passe en Chine. Mais pourquoi quand c'est le Qatar, on fait des reportages avec la complicité des médias pour parler de la main-d'œuvre qui souffre et tout? Mais le Qatar est un pays où la main-d'œuvre généralement est issue de l'immigration. Et donc pourquoi on fait un reportage pour montrer les conditions de vie et tout ça? Et quand c'est les musulmans qui souffrent en Chine, il n'y a aucun média qui se déplace pour aller faire un focus sur cela, pour qu'on puisse le montrer à chaque fois, faire des matraquages médiatiques. Donc pour moi, il faut sortir de cette stigmatisation sélective-là et puis poser les choses de façon clairement. Il y a eu des efforts qui ont été menés de la part des Qataris, notamment en termes de protection de l'environnement, notamment en termes d'amélioration des conditions des ouvriers, notamment en termes de construction d'infrastructures et tout ça. Tout ça pour dire aux gens qui avaient des doutes sur la capacité du Qatar à organiser la Coupe du Monde que le Qatar est un pays qui peut s'aligner sur ce type de standard. Donc aujourd'hui, le Qatar est fin prêt pour organiser la Coupe du Monde. Il faut laisser de côté tous ces tout et tout. Le Qatar a ses règles, a sa culture de vie. C'est un pays à majorité islamique. C'est un pays islamique. Quand vous venez d'un pays, si tout le monde marche sur la tête, vous marchez sur la tête. Vous vous alignez sur la culture et en tout cas le principe de vie de ce pays-là. Et sur le Qatar, qui a sa charia, a ses principes islamiques, vous dire que ici vous venez, on ne vous interdit pas de vivre de la manière dont vous voulez, mais il y a des principes, en tout cas islamiques. La France est un pays laïque, et la France demande aux gens de ne pas se voiler, ça ne devient pas un scandale. Mais si le Qatar dit aux femmes de ne pas embrasser des gens dans la rue, et que ça doit devenir un scandale, en ce moment là où est passée la liberté d'expression ou la liberté religieuse. Donc pour moi, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que ça ne ressemble pas à un complotisme, à un acharnement? La question reste posée. N'empêche que le Qatar est un pays islamique. Il faut respecter les cultures de ce pays-là. Achad qui a envie d'ajouter quelque chose. La dernière Coupe du Monde, c'était en Russie. Quand on a attribué, il y avait aussi... on sait en Russie, il y a des problèmes des droits de l'homme, des problèmes de démocratie. Mais personne n'en parlait. Parce qu'il y a Poutine. Parce qu'on allait en Russie. Après, c'est quand on a quitté la Russie, maintenant on en parle. Moi, je pense que il y a certains qui pensent que tel le football doit être organisé en Europe et puis un peu souvent en Amérique. Pourtant, c'est vrai que le football a été créé en Angleterre, mais le plus grand pays du football, c'est le Brésil. L'un des plus grands pouvoirs de talent, c'est l'Afrique. Donc le football, c'est universel. Donc le monde arabe aussi a adopté le football. Et là-bas, ils investissent beaucoup d'argent, plus que les autres. Donc, je pense qu'il faut les encourager. Si le Qatar organise, je pense que l'Arabie Saoudite peut organiser. On peut aller aussi du côté un peu partout. Donc, voilà. Le président qui a envie de oui, moi, je dirais simplement, en ce qui concerne ce volet-là, que ce n'est pas aujourd'hui qu'on connaît le Qatar. Donc, tout ce dont on parle aujourd'hui était déjà connu. Voilà, donc il faut simplement tirer les conséquences, les conclusions logiques du choix qui a été fait et laisser le Qatar organiser sa Coupe du Monde. J'ai envie de vous poser une question tout de suite. Est-ce qu'on a un précédent dans l'organisation de la Coupe du Monde où on a ces polémiques-là qui entourent l'organisation? Est-ce qu'on a un précédent dans l'histoire? Non, à ma connaissance, non. Et puis pour votre gouvernement, on a joué la Coupe du Monde de beach soccer à Dubaï en 2009. Il n'y a eu aucune polémique de la sorte. Il faut dire que le football, c'est universel. Et puis, avant d'attribuer l'organisation d'une compétition de ce genre, je pense qu'au niveau de la FIFA, au niveau même de ceux qui votent pour l'attribution de cette compétition-là, ils doivent prendre leur disposition, savoir dans quel monde on s'en va, comment ça se passe là-bas, et ainsi de suite. Est-ce que, si oui, on y va, sinon on n'y va pas. Mais dès lors que c'est décidé, on y va, mais allons-y et tirons les conclusions logiques, les conséquences logiques de notre choix, tout simplement. Oui, rapidement, en matière de droits de l'homme, pour faire la morale, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont mal placés pour faire la leçon au Qatar. Et donc, il faut respecter le Qatar qui, à un moment où on parlait de polémique sur les droits de la femme, qui a fait une avancée remarquable avec des conditions de vie assez flexibles pour les femmes et tout. Il y a eu des avancées notables qui ont été faites. Il y a un adage qui dit, c'est un chanteur français qui le disait, quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Je pense que c'est ce qui illustre parfaitement ce qui est en train de se passer, cet acharnement médiatique-là, parce que les mêmes conditions ont été du côté de la Chine avec la maltraitance des Ouïghours musulmans, mais il y a eu un silence médiatique universel.
Mais quand il s'agit du Qatar, ça devient un boom médiatique. Donc, à vous de faire vos commentaires. Allez, on aura compris les avis autour de cette table concernant la polémique qui entoure cette organisation de la Coupe du Monde du côté du Qatar. Mais je pense qu'autour de la table ici, on s'attend tous à avoir une belle Coupe du Monde parce qu'on aura de belles installations du côté du Qatar. La Coupe du Monde, c'est du 20 novembre au 18 décembre. Et on aura la rencontre d'ouverture entre le Qatar et la formation de l'Équateur à 16h. Et chers téléspectateurs d'Alban Sport, on sera au cœur de la Coupe du Monde pour vous faire vivre l'actualité de cette Coupe du Monde dans nos émissions dans Alban Sport chaque samedi à partir des 17h. Allez, on est au sport et dans le sport, il y a une pause, il y a la mi-temps et on part pour la bonne annonce et on revient sur ce plateau pour la deuxième partie de Alban Sport. À tout de suite. L'alphabet arabe comprend 28 lettres. Voici donc l'alphabet arabe présenté sur votre écran. Alif, Ba'un, Ba'un. L'école coranique, votre rendez-vous d'apprentissage du noble Coran, les lundis et mardis à 7h15, jeudi et vendredi à 14h30, samedi et dimanche à 19h30 sur la télévision Al Bayan. Allez, de retour sur le plateau de Alban Sport pour la deuxième partie de cette émission. Et on a l'honneur de recevoir dans notre émission le numéro 2 de ce jour, le président de la commission du futsal et beach soccer, Mesme et Yves, qui nous fait l'honneur d'être présents sur ce plateau. Et on a toujours nos consultants qui sont prêts à décortiquer l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et chers messieurs, on va s'intéresser au plus près à notre invité en face de vous, le président de la commission de futsal et beach soccer. Et déjà, président, la première question que j'ai envie de vous poser, on sait que vous êtes le président de la commission du futsal, beach soccer. Est-ce qu'on doit dissocier déjà ces deux disciplines, futsal, beach soccer? Rassurez-nous, est-ce que c'est la même discipline ou pas? Oui, s'il y a deux appellations, c'est bien parce que ce n'est pas la même discipline. À l'origine, quand ces deux disciplines-là arrivent à la Fédération ivoirienne de football, c'était sous la bannière de la CNFR, Commission nationale de football sur espace réduit. Donc, tout ça, ça concerne le football sur espace réduit. Donc, le beach soccer, c'est d'abord, la première des choses, c'est le sand, c'est dans le sable. C'est le football qui se joue dans le sable. Et puis, le futsal, c'est... Contrairement à ce qu'on peut retenir sur le nom, l'appellation, ce n'est pas forcément la salle, mais plutôt sur un espace, mais en dur. Donc le beach soccer se joue dans le sable avec une profondeur sur des dimensions de terrain à peu près de terrain de handball, tout comme le futsal, mais au beach soccer, on a le sable sur une profondeur d'à peu près 40 cm et puis sur le futsal sur une surface plutôt dure, tout simplement. Et puis, les similitudes, bien entendu, c'est qu'on joue au futsal, tout comme au beach soccer, avec des effectifs de 5 joueurs sur le terrain, 4 joueurs de champ et un gardien de but. Ça va être qui a envie de poser une question. Vous êtes affilié à la Fédération ivoirienne de football? Non, ce n'est même pas une affiliation. Oui. Le futsal et le beach soccer, en tant que commission, sont commission de la Fédération ivoirienne de football depuis 2005. C'était la 21e commission de la Fédération ivoirienne de football. Mais pourtant, il y a aussi la Fédération aussi de Maracana qui existe et des disciplines associées. Pourtant, ça se ressemble. Il y a une similitude entre le Maracana surtout et le futsal. À l'origine, oui. À l'origine, nous sommes ici à Al Bayan. Et donc, le terrain de Maracana, de la Riviera Golf, qui est juste à côté, c'était le club qui, à l'origine, avait pris l'initiative, avec le concours de plusieurs clubs de Maracana, ici en Côte d'Ivoire, d'organiser, d'asseoir une fédération pour la pratique de cette discipline-là, le Maracana. Mais avant d'y aller, on avait estimé qu'on ne pouvait pas, puisque pour nous c'était du football, on ne pouvait pas aller créer une fédération sans avoir l'accord de la Fédération ivoirienne de football qui pour nous est celle qui régit le football. Donc on s'est adressé à cette fédération-là qui à l'époque, c'était à l'époque de Jacques Anouma, du président Jacques Anouma qui a dit, bon venez, on va vous prendre en tant que commission. Donc c'est comme ça qu'on a créé la commission de football
sur CNFR, oui, Commission nationale de football sur espace réduit, mais on va vous adjoindre le futsal et le beach soccer qui sont des disciplines reconnues par la FIFA. Et potentiellement à côté, on pourra organiser le Maracana. Mais dans le développement de la discipline, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas continuer puisque à un certain moment, la FIFA est très rigide. C'est qu'elle ne reconnaît pas, vous ne pouvez pas la pratiquer, encore moins sous la bannière d'une fédération. C'est comme ça qu'il a été décidé à partir de 2010 de scinder les choses pour que la Fédération ivoirienne de football ne reconnaisse exclusivement que le futsal et le beach soccer, raison pour laquelle il a été créé une autre fédération qui s'appelle aujourd'hui la FIMADA. Vous êtes d'accord que le Maracana est plus pratiqué et plus célèbre que votre sport en Côte d'Ivoire? Le beach soccer. En termes de célébrité ou de plus pratiqué, moi je ne rentre pas dans ce genre de comparaison. Ce n'est pas ma mission. Nous avons pour mission d'organiser le futsal et le beach soccer en Côte d'Ivoire. Le Maracana, je le connais très bien, puisque j'ai été moi-même le premier secrétaire général de la fédération de Maracana, qui est aujourd'hui la FIMADA. J'étais le premier secrétaire général, donc je connais très bien, mais souffrez que je ne rentre pas dans ce genre de considération et de comparaison. De comparaison, c'est pour cela qu'on va rester avec le beach soccer. Dites-nous tout de suite, le beach soccer en Côte d'Ivoire, ça date de quand? Le beach soccer en Côte d'Ivoire date de 2006. Puisque tout à l'heure, je vous ai décrit un peu les circonstances dans lesquelles on a créé cette commission-là. Et donc, en 2005, on met sur pied la commission, on commence nos activités. Et puis, tout de suite, en 2006, nous avons une invitation de Beach Soccer Worldwide, qui est l'instance au niveau mondial qui gère le football, le beach soccer. Et Beach Soccer Worldwide, c'est un mandat de la FIFA pour régir le beach soccer au niveau mondial, qui nous invite à un championnat d'Afrique de beach soccer en Afrique du Sud, donc déjà en 2006. C'est comme ça qu'on met sur pied tout de suite une équipe nationale de beach soccer. Donc c'est notre premier contact avec la discipline en tant que telle. C'était à un championnat d'Afrique de beach soccer, c'était à Durban en 2006. Allez, Baruko qui a envie de dire quelque chose. Oui, moi c'est simplement pour demander comment est-ce que la stratégie de développement de ce sport-là est au niveau de votre fédération, parce que force est de constater que quand vous faites 2 pas, vous trouvez des terrains de Maracana. Comment est-ce qu'il explique le fait que quand vous faites 2 pas, il est difficile de voir même des pratiquants de ce sport-là? Qu'est-ce qui explique en fait ce déficit en termes de déploiement sur le terrain, des terrains de beach soccer et tout? Pourquoi on n'en voit pas assez en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui explique ce retard? Bien, il n'y a pas de retard en tant que tel. Il y a eu certainement un moment d'accalmie ou de latence, mais il n'y a pas de retard en tant que tel. Pour vous dire que depuis 2006, ça va faire aujourd'hui à peu près 16 ans, 18 ans que nous sommes en train de ferrailler dans ce domaine-là pour mettre en place la discipline. Mais c'est une discipline mineure. C'est une discipline mineure, et quand on connaît les difficultés pas forcément les difficultés, mais la capacité à pouvoir mobiliser les financements pour organiser les différentes disciplines, même qui existent déjà, qui sont reconnues, à plus forte raison quand c'est la discipline mineure. Mais n'empêche qu'au niveau du beach soccer et du futsal, beaucoup a été fait. On a eu un championnat de beach soccer avec 14 équipes. On a eu un championnat de futsal avec 24 équipes. Chaque année? Oui, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Les choses se sont tassées, arrêtées donc en 2018, à partir de 2018, 2017, 2018, où on n'a plus d'activité, jusqu'à ce que maintenant la Fédération ivoirienne de football qui est là donc, reprenne les choses pour qu'on puisse aller de l'avant. Je voulais demander, est-ce qu'en termes de traitement, en termes de financement, est-ce que vous n'êtes pas discriminé par rapport aux autres disciplines que sont le football, le basketball, financièrement? Non. Je reviens encore une fois pour vous dire que le beach soccer et le futsal sont des disciplines qui sont au sein de la Fédération ivoirienne de football. Nous n'avons pas une fédération qui est autonome de la Fédération ivoirienne de football. Donc tout ce que nous faisons, c'est sous la bannière de la Fédération ivoirienne de football. Nous n'avons rien. La question, c'est de savoir, est-ce que vous n'êtes pas vous n'avez pas de problème de financement pour mieux faire grandir la... Parce qu'il faut de constater que le financement est souvent à la base d'un développement. Et donc quand on n'a pas les ressources nécessaires, c'est difficile de déployer la stratégie sur le terrain. Non, je dirais pas. Je dirais plutôt que l'orientation des ressources des fédérations
vont avec ce qu'on peut en entrevoir en termes de retour au niveau populaire et tout. Donc, tant que ce sont des disciplines mineures, il est bien clair qu'on n'a pas les mêmes financements que le football à 11. N'empêche que nous avons bénéficié de certains financements qui nous ont permis, en tout cas, de faire du très bon travail pendant une certaine période. Bakayoko, qui peut poser une question? Oui, ça c'est de manière pratique. Quelle est votre stratégie pour faire la promotion de ce sport-là? Parce que j'ai vu aussi en Occident, on utilise souvent des anciens joueurs pour une reconversion, pour faire la promotion. Sur le plan local, même au Sénégal, Tony Silva, on a le cas de Cantona en France, le tout. Mais quelle est votre stratégie? Est-ce que vous avez essayé ça? Est-ce que vous avez d'autres stratégies? Bien, sur la place, je peux vous dire qu'on a une place forte du beach soccer en Côte d'Ivoire. C'est le quartier France à Grand Bassam. Au quartier France à Grand Bassam, on a l'espace pour pratiquer la discipline, mais en plus, on a ceux qui naturellement n'ont pas les terrains de football à 11, donc pas de pelouse, pas de gazon, mais qui jouent dans le sable. Et ça a été un vivier très fort sur lequel nous avons bâti l'équipe nationale de beach soccer. D'où est sorti le capitaine Enam Boris, qui a été 3 fois meilleur gardien d'Afrique. D'où est sorti Aka Frédéric, qui a lui aussi été 3 fois meilleur joueur d'Afrique de beach soccer. Pour vous dire qu'on a notre stratégie qui est basée sur des joueurs de certaines localités. Ces joueurs-là, ce sont ceux qui sont sur la côte, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc Bassam, Bonois, un peu plus en remonté un peu plus haut vers Sassandra, mais les choses se sont principalement développées ici au sud d'Abidjan. Allez, Président, notre prochaine rubrique s'intéresse toujours à votre discipline. Ce sont les passionnés du sport qui se sont prononcés, des vrais passionnés du beach soccer, qui se sont prononcés sur votre discipline concernant la question de ce qui peut bien expliquer le déficit de notoriété de cette discipline en Côte d'Ivoire. Jingle des passionnés qui se prononcent. D'accord. Le beach soccer, c'est un sport un peu délaissé, si on veut voir. Parce qu'il n'y a pas de promotion qui est faite à ce niveau-là. Voilà, c'est un sport, on va plus à la plage. On joue entre nous-mêmes, on s'est levé, on est parti à la plage, on joue entre nous. Le football, entre parenthèses, petit poteau. Mais le beach soccer en question même, c'est pas ce qu'on pratique au fait. Parce que personne ne pratique, et puis personne, ceux qui sont au devant des choses là, ils ne font pas de promotion de ce sport-là pour que ça puisse un peu nous attirer. Même si on doit apprendre ça aux enfants dès le bas âge, c'est que ça doit être déjà en avance ou bien en exergue pour qu'on puisse apprendre aux enfants. On ne peut pas apprendre quelque chose aux enfants, quelque chose qui n'existe pas. Voilà, donc ce sport-là, déjà, nos devanciers doivent commencer ça pour qu'on puisse apprendre ça à nos enfants, pour que la future génération puisse promouvoir ce sport-là. C'est un sport délaissé. Les gens ne s'intéressent pas à ce sport parce qu'il n'y a pas de financement en tant que tel. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas assez d'engouement autour de ce sport et puis bon, je pense qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas le beach soccer. Et puis il y a aussi, c'est un sport qui se joue dans le sable, précisément à la plage généralement. Mais notre génération, quand on va à la plage, généralement, on ne s'intéresse pas à ça. On passe notre temps à courir derrière les filles, regarder les filles. Non, c'est vrai ce que j'ai dit, parce que j'ai été plusieurs fois à la plage, j'ai constaté. Voilà, chacun va à la plage pour des raisons personnelles, mais pas pour le beach soccer. Il n'y a pas assez de visibilité. Bon, s'il y a une fédération qui existe, bon, ça je ne sais pas, je ne pense pas. S'il y a une fédération qui existe, ils ne font pas assez de publicité de ce sport. L'État ivoirien, si elle fait la promotion de ce sport, les jeunes ivoiriens vont s'adonner à la pratique. On a eu le cas d'un Cheikh Cissé Salah, quand il a remporté la médaille d'or au JO de 2016, je crois, à Londres. Quand il a remporté sa médaille d'or, on a eu beaucoup d'engouement autour de ce sport-là. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, je pense que s'il y a une promotion pour ce sport, les gens vont s'adonner à la pratique. Cette discipline a pris du recul par rapport aux années précédentes dans lesquelles nous participions. Aujourd'hui, on constate que le championnat qui existait auparavant n'est plus. Depuis bientôt 3 ou 4 ans, il n'y a plus de championnat de beach soccer. Et vraiment, ça laisse la Côte d'Ivoire à la traîne concernant par rapport aux autres pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Maroc, qui eux continuent de jouer. Et la différence aujourd'hui, c'est que
Dans les autres pays, on a des ambassadeurs du beach soccer qui sont devenus aujourd'hui de grands athlètes. Ce qu'aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, nous n'en avons pas. Et je pense qu'il faut rehausser déjà, il faut revaloriser le sport du beach soccer en faisant revenir ce championnat. Et puis par derrière, essayer de trouver un ambassadeur qui va hisser le drapeau. Beaucoup plus un niveau de financement. Parce que je ne pense pas que les moyens qu'on octroie au comité sportif du beach soccer est vraiment l'idéal pour organiser les championnats en Côte d'Ivoire. Quand je prends le Sénégal aujourd'hui, qui est aujourd'hui 7 fois champion d'Afrique, avec Séni, l'ancien gardien, je me dis, au fil des résultats, au fil de l'abnégation, du travail des comités du beach soccer là-bas, aujourd'hui on voit les retombées. Et ici, je me dis, s'il y a un financement par derrière, il y a des sponsorings par derrière, le beach soccer... Un jingle qui a été suivi des passionnés qui se sont prononcés. Président, on a vu ensemble des passionnés qui se sont prononcés. Il y a beaucoup de pessimisme autour de ce sport. Il n'y a même pas de championnat, selon l'une des interventions. Vos réactions? Par le passé, il y a eu des championnats, aussi bien au futsal qu'au beach soccer d'ailleurs. Et pour des contingences financières certainement, tout s'est arrêté, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2017. Il y a une nouvelle équipe à la Fédération ivoirienne de football qui se fait fort de nous mettre à disposition les moyens de pouvoir au moins atteindre le niveau que nous avions au moment où tout s'est arrêté. Puisque je peux vous dire, je peux vous certifier que nous avons été au niveau du beach soccer par 2 fois vice-champion d'Afrique. On a été 2 fois vice-champion d'Afrique, une fois en Afrique du Sud, une autre fois au Maroc. Et chaque fois, on a perdu en finale contre le Sénégal, qui nous a battus à 2 reprises. Donc aujourd'hui, il faille que nous puissions remettre les choses en place, faire redémarrer la machine pour qu'on puisse déjà atteindre le niveau que nous avions, donc organiser un championnat de façon régulière, le championnat et la Coupe nationale, et puis passer à une autre étape. Et dans ma vision des choses, je voudrais faire en sorte que, à très brève échéance, en tout cas avant la fin de ce comité exécutif-là qui a été élu, qu'on puisse organiser une Coupe d'Afrique de beach soccer ici à Abidjan. Ce sera une très très bonne chose d'organiser une Coupe d'Afrique de beach soccer en Côte d'Ivoire. Bakayoko, oui. Votre réaction avec ces réactions des passionnés? Déjà, on a la chance d'avoir à la tête de cette commission-là un vrai passionné, un vrai volontaire. Félicitations à vos présidents, je sens un optimisme. Mais pour en venir à la question que je veux poser, est-ce que niveau financement, c'est-à-dire pour avoir des ressources, est-ce qu'il ne faut pas faire de ces personnes qui sont, en tout cas qui ont une certaine notoriété dans le milieu de ce sport-là, des ambassadeurs de ce sport, de sorte à attirer de gros investisseurs ou de gros financements pour le développement de ce sport? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que le problème, ce n'est pas la visibilité? Est-ce que ce n'est pas la communication? Surtout en termes de visibilité, pour permettre à les gens d'avoir une certaine connaissance de ce sport-là pour s'intéresser au mieux à cela. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est est-ce que la stratégie de développement de ce sport ne peut pas être calquée sur le modèle sénégalais? Voilà. Bien, on va serrer les choses. Je vais commencer par le début. Donc, si je me rappelle, c'est au niveau du financement des compétitions. Il faut savoir qu'au niveau de la FIFA, chaque année, la FIFA octroie des financements aux fédérations nationales pour le financement de certaines activités, notamment le football féminin, le futsal et le beach soccer. Donc, il y a une quote-part dans ces allocations-là qui sont réservées pour le financement des dites compétitions. Et ça, on va déjà l'utiliser. Et ça, le président Idriss Diallo nous a longuement instruit là-dessus. On va utiliser cela déjà pour qu'on puisse retrouver nos lettres de noblesse au niveau du beach soccer et du futsal. Ça, c'est de deux. Une fois que, comme en toute chose, dans tout ce qu'on veut entreprendre, il faut qu'il y ait la communication adéquate par derrière qui va nous permettre d'avoir des retombées financières, donc des financements, donc des sponsors. Nous avons la chance d'avoir comme président, parce que moi je suis le premier vice-président de la commission, mais le président c'est M. Pierre Billon qui est le président de cette commission. Donc avec son entre-gens, avec l'entre-gens du président Idriss Diallo, avec toutes les personnes qui sont aujourd'hui autour de la fédération qui veulent nous accompagner pour qu'on puisse développer cette discipline-là en Afrique, je peux vous garantir qu'à très brève échéance, vous allez entendre parler de nous. Allez, c'est bien noté. Le modèle sénégalais, justement, au Sénégal, il y a eu un vrai passionné qui s'appelle Ibrahim Chita. C'est un ancien joueur, l'ancien capitaine de la sélection de football à 11 du Sénégal, qui a pris à bras le corps le beach soccer, qui l'a emmené aujourd'hui là où il se trouve. Et nous avons des contacts permanents puisqu'on a commencé ensemble. Nous sommes tous les deux passés instructeurs FIFA de beach soccer. Et ainsi de suite, nous avons pratiquement fait le même parcours. Mais
là-bas, les financements ont suivi et l'intérêt a suivi. Allez. Donc je pense que on pourra y arriver à brève échéance. En tout cas, on espère y arriver. Pour ce dernier virage, Président, on a une rubrique où on vous demande votre coup de cœur de la semaine, coup de colère et jingle, et on revient sur ce plateau. Allez, Président, tout de suite, votre coup de cœur sportif de la semaine. Mon coup de cœur sportif, ce sera le match ASEC-Gagnoa. Parce que c'est un match, qu'on pourrait dire, un match de compétition africaine sur le territoire ivoirien dans le laps d'une semaine. Et j'ai vu cette confrontation-là qui permet ça tire la quintessence même du football ivoirien. Et je pense que c'est au-delà de cette compétition-là, il faudrait qu'on trouve encore ces derbys-là aussi ici en Côte d'Ivoire. On n'aura pas le temps de donner les coups de cœur rapidement, cher monsieur. Coup de cœur, Gérard Piqué, le capitaine joueur du FC Barcelone qui arrête sa carrière. C'est pas tôt, mais bon, il n'est jamais tard pour bien faire. Allez, oui, mon coup de cœur, c'est rapidement la liste des 24 joueurs ivoiriens. L'appel de Fofana Datro, très bon joueur. Et je suis content qu'il soit appelé à l'équipe nationale. Le joueur de Moldé. Allez, c'est sûr, c'est ce coup de cœur-là qu'on va mettre un terme à cette émission. Mais Président, d'abord, merci de nous avoir rendu visite. C'est moi, On plutôt. a été très honorés de votre passage. C'est moi plutôt, et vous pouvez compter sur moi. Chaque fois que vous aurez besoin de connaître le beach soccer, le futsal, n'hésitez pas un seul instant, je suis à votre disposition. Allez, merci encore une fois de votre passage. Allez, cher consultant, salam alaikum Saad. Wa alaikum salam. Allez, merci pour ces belles analyses. Salam alaikum également à Bakayoko. Wa alaikum salam Amatoula. Juste dire à nos téléspectateurs de rester branchés pour la semaine prochaine. Allez, on sera là la semaine prochaine, chers téléspectateurs de la télévision Al Bayan, pour vous parler du sport. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de passion, plus de sport. Que la grâce d'Allah vous accompagne dans vos activités où que vous soyez. Salam alaikum. Wa alaikum salam.